J'ai regardé le ciel, je me suis mis à prier, je me suis dit, mon Dieu, si tu dois nous dire que ça passera pas, il faut que tu nous le dises maintenant. Il faut pas qu'on coule dans 500 mètres, parce que dans 500 mètres, on n'aura plus pied. Et puis en fait, il y a des gens qui vont mourir si on fait naufrage dans 500 mètres ou dans 1 kilomètre. Dans ce genre de situation, il n'y avait plus rien qui comptait. On était des animaux. Tout le monde œuvrait pour sa propre survie. Bonjour, je m'appelle Julien Goudichaud, je suis réalisateur de documentaires et de reportages et je suis aussi auteur du livre Les plages de l'embarquement. Les plages de l'embarquement, c'est une enquête que j'ai réalisée pendant près de 7 années en immersion auprès des migrants à Calais. Et au cours de ces 7 années est née une obsession qui a été de vouloir monter dans un canot pneumatique et de traverser la Manche avec eux. En 2015, j'ai entendu parler de la jungle de Calais et de ces migrants qui essayaient de traverser la Manche par n'importe quel moyen pour arriver en Angleterre. Donc en fait, j'ai décidé d'aller faire un tour. Et quand je suis arrivé, ce que j'ai découvert, c'était complètement hallucinant. J'ai vu des centaines, des milliers de personnes, des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, qui toutes les nuits partaient avec leurs baluchons et leurs sacs à dos pour escalader des grilles de 4 mètres de haut, pour essayer d'attraper des trains à la volée, d'autres personnes qui sautaient depuis des ponts d'autoroute sur le toit des camions pour pouvoir arriver jusqu'à la frontière franco-anglaise. Et quand j'ai vu les conditions dans lesquelles ils vivaient, j'ai été complètement happé et possédé par le sujet. En fait, j'ai jamais réussi à m'en défaire. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'allais chaque après-midi en front de mer et j'apercevais les côtes anglaises. Et pour moi, c'était dingue de me dire, c'est là, c'est à portée de main, c'est à une trentaine de kilomètres. Ces gens-là se donnent tellement de mal aujourd'hui en faisant tous ces trucs absolument dingues pour atteindre l'Angleterre qu'un jour, c'est sûr, ces gens traverseront la mer. Et puis quelques années plus tard, ça s'est confirmé avec l'apparition des premiers petits bateaux qui ont commencé à se lancer à l'assaut de cette mer. Au début, c'était un phénomène assez marginal. Les premiers qui se sont lancés dans cette odyssée, ce sont les Iraniens, qui partaient avec de petits canots. Donc à l'époque, c'était très rudimentaire. Je sais que quand j'ai découvert ça, ils essayaient d'acheter des petits canots sur Le Bon Coin. Petit à petit, ces gens se sont organisés. Et puis là, miracle, il y en a certains qui ont réussi. Et là, c'était fini, c'était trop tard. La graine était semée dans la tête des réfugiés. C'est possible. C'est possible de faire ça et ce n'est pas si dangereux que ça. Et donc de là est né un business, forcément. Au fur et à mesure du temps passé sur place, je me suis rendu compte que les réfugiés partaient plus ou moins de même point sur des plages. Et donc je me suis mis à planquer la nuit, à dormir dans les dunes jusqu'au petit matin, dans l'espoir de voir partir un bateau. Et puis petit à petit, j'ai vu partir des embarcations. Et donc j'ai filmé. Quand on filme le départ d'une embarcation qui est mise à l'eau, moi j'ai l'habitude, souvent je demande aux réfugiés si je peux les filmer dans leur vie. Quand il y a un départ de personnes qui se jettent à l'eau, on n'a pas le temps de demander. Ces gens-là sont à leur paroxysme de leur stress. Les gens pleurent, les gens crient, les gens ont peur. On ne peut pas leur demander leur autorisation de les filmer à ce moment-là. Donc forcément, il y a quelque chose d'un peu intrusif. Il y a peut-être quelque chose d'un peu voyeuriste, mais pour moi, ces images, elles sont extrêmement importantes à montrer en France, parce que ces scènes, ce sont des scènes littéralement d'horreur que l'on voit et qui se passent sur nos plages. Quelques heures après, on voyait des touristes venir installer leurs serviettes, leurs parasols, manger des glaces avec les enfants qui jouent sur la plage. C'est l'épisode le plus traumatisant et qui reste le plus fort jusqu'à ce jour, quoi. Bien plus que même la fois où j'ai réussi à traverser plus tard. Donc on s'est retrouvé sur un parking avec plusieurs dizaines de migrants, de toute origine confondue. Et à partir de ce moment-là, donc se sont organisés les groupes pour faire cette traversée. On a été conduits sur une plage où on s'est tous retrouvés, on a été cachés dans des fourrés. On est resté plusieurs heures tapis dans l'ombre à attendre le feu vert. Les enfants étaient là et les parents faisaient croire aux enfants que c'était un jeu. Comme dans le film La vie est belle, ils leur faisaient croire que c'était un jeu. Donc les enfants rigolaient, ils n'avaient pas peur, on se cachait, on leur faisait des sourires, on se mettait derrière des arbres, on disait oh, il ne faut pas faire de bruit. C'était complètement lunaire. Il y a une voiture qui est arrivée, les petites mains qui ont couru et qui sont revenues avec plein de matériel et qui ont construit ça de manière militaire. Ils dépliaient le truc en 2 secondes, ils assemblaient les plaques, ils gonflaient. Chacun avait sa tâche et puis nous on se préparait. Et je me souviens, on a porté ce bateau jusqu'au sommet des dunes. Donc on l'a porté pendant 15-20 minutes à marcher avec ce bateau qui nous anesthésiait complètement l'épaule parce qu'il était lourd avec le moteur. Et quand on est arrivé en haut des dunes, on a vu la mer. J'étais paralysé à ce moment-là, je me disais, mon Dieu, ça y est, on va le faire. On est aux portes de cet embarquement.
Et donc là, on a couru avec le bateau, on a dévalé la dune, il y en a certains qui sont tombés, enroulés boulés, qui se sont relevés, et puis on a commencé à toucher l'eau et on est rentré dans l'eau. De là, on s'est mis tous autour du bateau, une des petites mains est montée à l'intérieur, a démarré le moteur et a dit personne monte, vous restez autour du bateau. Donc tout le monde était impatient, tout le monde voulait sa place, être sûr de pouvoir embarquer, avoir sa place sur le boudin. Et une fois qu'il a donné le top, on s'est tous rués dans le bateau. Et quand on s'est rués dans le bateau, c'était littéralement un plat de spaghettis humain. En fait, on s'est tous emmêlés, on se marchait dessus, des gens sont passés par-dessus moi, s'appuyaient sur ma tête pour se relever. Et quand j'ai fini, je suis parvenu tant bien que mal à me redresser dans le bateau. J'ai vu une dame africaine qui hurlait en tirant sur ce qui s'apparentait être un sac rempli d'affaires. Et elle hurlait, et puis je me souviens ce petit passeur qui était dans l'eau qui me criait Zulian, Zulian, qui me montrait le sac en me disant Baby, baby. Et donc là j'ai compris qu'en fait c'était pas un sac, c'était un bébé. La dame était en train de hurler en tirant sur quelque chose sur lequel on était en train de marcher, et c'était son bébé. Donc quand elle a réussi à extraire son bébé qu'elle a pris dans les bras, le bébé était choqué, il pleurait même pas, ça m'a vachement marqué. Il avait juste les yeux grands ouverts et puis la mère l'a pris dans ses bras et puis on s'est installé dans le bateau. Et quand on est parti en mer, tout de suite il y a de l'eau qui a commencé à rentrer dans le bateau, des grandes gerbes d'eau et puis on s'est retrouvé à avoir de l'eau presque jusqu'aux chevilles. Et là je me suis dit, là ça passera pas. J'ai regardé le ciel, je me suis mis à prier, et je me suis dit mon Dieu, si tu dois nous dire que ça passera pas, il faut que tu nous le dises maintenant. Il faut pas qu'on coule dans 500 mètres parce que dans 500 mètres, on n'aura plus pied, et puis en fait, il y a des gens qui vont mourir si on fait naufrage dans 500 mètres ou dans 1 kilomètre. Dans ce genre de situation, il n'y avait plus rien qui comptait, on était des animaux. Tout le monde œuvrait pour sa propre survie. Une traversée, ça coûte entre 1 500 et 6 000 euros au plus haut. Ça dépend de votre nationalité, l'argent que vous pouvez avoir. Donc du coup, on fait le calcul. Aujourd'hui, les embarcations, elles ont souvent entre 40 et 50 passagers. Si on fait 50 passagers qui ont payé 3 000 euros et qui embarquent dans ce bateau et qui passent, c'est 150 000 euros de chiffre d'affaires pour le passeur. Il faut savoir qu'un bateau qui peut contenir 50 personnes avec son moteur, c'est quelque chose qui coûte aux alentours de 3 000 euros pour un passeur. La rentabilité, elle est absolument gigantesque. Et c'est pour ça d'ailleurs que les passeurs n'ont plus peur aujourd'hui de se faire saisir des bateaux sur les plages. Parce que quand on perd 3 000 euros une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, mais qu'on a un seul bateau qui passe, c'est le jackpot. Aujourd'hui, c'est un business qui a une organisation pyramidale. Tout en bas, on trouve les petits soldats de ces passeurs qui sont d'autres personnes que des migrants eux-mêmes, donc ils sont chargés de ramener les passagers au bord de l'eau, les faire embarquer, faire régner l'ordre. Au-dessus, on a les rabatteurs, qui sont des personnes dans la jungle qui sont chargés de recruter des passagers pour les fournir à différents passeurs. Ces rabatteurs s'organisent par communauté. Ensuite, il y a des livreurs, qui sont souvent des migrants qui sont en instance d'avoir des papiers, qui n'ont pas d'argent en Allemagne ou en France, ou qui sont d'autres personnes en France qui sont dans le besoin. Au-dessus des livreurs, on a d'autres personnes qui sont chargées de garder des entrepôts dans lesquels il y a des bateaux. Et puis encore au-dessus, ça va encore plus haut. Au final, on trouve le passeur. Souvent, il n'est pas dans leur Pas-de-Calais, le passeur. Il est soit dans son pays d'origine, soit en Angleterre, et il reste loin de ce réseau. Et en fait, il finance toutes ces petites mains. Pendant toutes ces années, j'ai rencontré des tas de personnes. C'est des personnes que je croisais dans la jungle, sales, complètement dépenaillées, dépourvues de tout moyen, en détresse. Et puis maintenant, c'est des personnes que je retrouve en Angleterre. Certains sont dans des universités, font des études, puis sont dans leur nouvelle vie. Ils veulent plus parler de Calais, ils veulent oublier ça de leur mémoire. Aujourd'hui, je suis encore, complètement habité par ce sujet. J'aimerais bien un petit peu m'en défaire. C'est très compliqué quand on est allé jusque-là et qu'on a partagé tous ces moments, qu'on sait ce qui est toujours en train de se jouer, qu'on sait que cela continue. Et je pense que je vais encore continuer à enquêter un moment.